Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie pas à pas dans la 17e vidéo toujours consacrée à l'étude du modèle linéaire simple. Dans les précédentes vidéos, notamment la vidéo 15, je vous ai présenté les différentes méthodes d'obtention des paramètres du modèle, notamment le coefficient bêta 0 et bêta 1, et je vous ai présenté la méthode d'estimation connue sous le nom de moindre carré ordinaire. Dans la vidéo 16, je vous ai présenté les différents modes d'interprétation des coefficients issus des estimations. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce qu'on appelle la post-estimation, c'est-à-dire toutes les étapes qui surviennent et toutes les étapes d'investigation, d'études qui surviennent après avoir estimé les coefficients. Donc, les notions que je vais vous présenter aujourd'hui sont notamment les notions de valeur ajustée ou valeur prédite. Je vais également vous présenter la notion de résidu de régression où vous en détaillez plus la notion puisque je vous ai déjà parlé un peu plus dans les précédentes vidéos, notamment dans la vidéo 15. Je vais également vous présenter la notion de décomposition de la somme des carrés qui est en fait une équation fondamentale incontournable dans les analyses économétriques. Et enfin, dans la vidéo, je vais vous présenter la notion de décomposition de la variance qui est en fait dérivée directement de la notion de décomposition de la somme des carrés. On commence ici par la notion de valeur ajustée ou valeur prédite ou valeur estimée. En fait, tout simplement, la valeur estimée, c'est la valeur prédite, c'est la valeur de la variable y calculée en utilisant les coefficients issus des estimations. Puisque par définition, on sait que la variable y est observée et que la variable x aussi est observée, c'est à partir de ces observations qu'on estime les paramètres du modèle. Mais une fois qu'on a obtenu les paramètres du modèle, on essaye de, entre guillemets, de prédire ou de simuler les valeurs de y en appliquant les coefficients obtenus justement. C'est pour ça qu'on appelle valeur ajustée ou valeur prédite ou valeur estimée. C'est une notion sur laquelle il faut se mettre d'accord dès le départ pour éviter les confusions par la suite. Par exemple, on part du modèle initial. Le modèle initial, c'est yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. C'est le modèle qu'on souhaite estimer. Et pour rappel, le modèle linéaire simple, en fait, ça met en relation deux variables explicatives, deux variables économiques, une explicative, c'est-à-dire xi, et une expliquée, et c'est ici yi. C'est comme, par exemple, je prends le cas de l'étude de la relation entre le nombre d'heures de révision en économétrie et la note que vous obtiendrez en économétrie. Justement, yi, c'est la note que vous obtenez en économétrie, et xi, c'est le nombre d'heures de révision. Et epsilon i ici, c'est les aléas, en fait. Je vous ai déjà présenté, en fait, les différents composants de ce modèle. Donc, bêta 0 et bêta 1, en fait, sont les paramètres du modèle qu'on estime et qu'on estime, c'est trouver des valeurs statistiques. Donc, et voilà. Et yi, pour rappel, c'est la variable expliquée, et xi, c'est la variable explicative, et bêta 0 et bêta 1, les paramètres du modèle qu'on doit déterminer. Mais ici, on suppose qu'on a déjà obtenu les valeurs de bêta 0 et bêta 1 qu'on appelle bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Maintenant, parler de valeur ajustée de la variable y, c'est tout simplement qu'on va noter par yi chapeau, c'est la valeur qui est obtenue à travers cette expression. C'est-à-dire qu'on a bêta 0 plus bêta 1 chapeau multiplié par xi, et la valeur qu'on obtient au final, c'est la valeur qu'on appelle valeur ajustée ou valeur prédite. Quel que soit le terme que vous utilisez, on sait qu'on parle de la même chose. Valeur estimée de y, valeur prédite de y ou valeur ajustée. C'est tout simplement cette expression. Donc, vous connaissez x, vous connaissez bêta 1 chapeau, vous connaissez bêta 0, vous faites simplement cette multiplication plus l'addition, et la valeur qui en sortira, c'est la valeur ajustée. On est d'accord là, voilà, pas d'ambiguïté. Sachant que la valeur est observée aussi, en fait. On a une valeur observée qui est à côté, qui a servi à déterminer bêta 0 et bêta 1, mais après l'estimation, on fait comme si on simulait, en fait, quelle aurait été la valeur de yi si on connaissait déjà bêta 0 et bêta 1 à travers les valeurs estimées. C'est ce qu'on appelle valeur ajustée. Voilà, c'est les valeurs estimées également.
Maintenant, ou bêta 0 chapeau ici, c'est la valeur estimée, c'est ce que je viens de dire, de bêta 0 et bêta 1 qui sont les vraies valeurs qui, en théorie, on ne peut pas les obtenir. C'est pour ça qu'on propose des estimations. Y et xi, c'est la valeur observée pour chaque individu. Il faut oublier que l'échantillon est constitué de n individus. Donc il y a autant de valeurs yi chapeau que d'individus dans l'échantillon, bien entendu. Voilà. Maintenant, on va parler de notion de résidu de régression. Qu'est-ce que c'est qu'un résidu? C'est tout simplement la différence entre la valeur observée de yi et la valeur ajustée. C'est à travers cette expression qu'on peut l'obtenir. Epsilon i chapeau égale yi moins yi chapeau, en fait. Il faut savoir ici que les résidus de régression ou le résidu de régression, puisqu'il est calculé aussi pour chaque individu, c'est la valeur estimée des aléas naturels, en fait. Vous voyez, par exemple, on sait que le modèle, il y a une part d'aléas dans le modèle, mais s'il n'y avait pas d'aléas dans le modèle, c'est-à-dire que yi serait directement égal à yi chapeau. Mais comme il y a des aléas et qu'on est obligé de les capter parfois, alors le résidu de régression qui est égal à yi moins yi chapeau est une valeur estimée des aléas. C'est la valeur réelle, c'est la valeur palpable des aléas puisqu'on ne peut pas les mesurer réellement, on peut leur attribuer quand même des valeurs estimées. Donc epsilon i chapeau, c'est peu importe le nom que vous donnez, c'est les aléas estimés, l'erreur estimée, résidu de régression, etc. Mais il faut qu'on soit d'accord sur le terme. Vous connaissez yi, c'est la valeur observée. Vous avez les paramètres et vous avez calculé yi chapeau. Quand vous faites la différence entre les deux indicateurs, vous avez ce qu'on appelle le résidu de régression ou la valeur estimée des erreurs ou la valeur estimée des aléas. Voilà, toujours dans l'approximation, c'est des informations importantes à retenir. Maintenant, voilà, yi chapeau, si vous remplacez yi chapeau par son expression, c'est ce que vous obtenez, c'est yi moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 xi. Voilà, donc on est d'accord sur cette notion, du coup, voilà. On passe maintenant à la décomposition de la somme des carrés. Qu'est-ce que la décomposition de la somme des carrés? En fait, la décomposition de la somme des carrés, comme je le mentionne ici, c'est une équation fondamentale qui décompose la variabilité totale du modèle entre une variabilité expliquée et une variabilité non expliquée, c'est-à-dire une variabilité résiduelle. Que signifie réellement cette phrase? Je vais faire une petite parenthèse d'abord. Quand vous expliquez en économétrie, quand vous expliquez un phénomène économique, une variable économique en prenant, on reste toujours dans le cadre du modèle linéaire simple, c'est-à-dire on considère deux variables, une variable explicative et une variable expliquée. Quand vous mettez en relation, le raisonnement est aussi valable pour un modèle avec plusieurs variables explicatives, mais quand vous mettez en relation deux variables économiques, que vous essayez d'expliquer l'une par l'autre, vous n'arriverez jamais à expliquer une variable à 100%. Il y aura toujours une part due à l'aléa. Je prends un exemple très concret. Je vais étudier, par exemple, la note obtenue par les étudiants en économétrie en fonction du nombre d'heures de révision que chaque étudiant a fait, en fait. Donc, ma variable explicative, c'est le nombre d'heures de révision en économétrie et ma variable expliquée, c'est la note obtenue. Donc, je ne peux pas expliquer la note des étudiants à 100%. Je suppose que c'est un modèle, je suppose que dans ce cadre d'analyse, en fait, c'est un modèle linéaire simple. Je fais fi des autres variables explicatives. Par exemple, le fait de participer au cours, le fait de ne pas être en retard, etc. Je suppose que tous les étudiants, en fait, pour me permettre d'éliminer ces facteurs, je suppose que tous les étudiants ont participé au cours et que personne n'a été absent, etc., que tout le monde est motivé de la même façon. Donc, il n'y avait pas de variabilité inter-étudiant par rapport à la présence au cours. Donc, je mets de côté cette variable. En fait, c'est celui qui fait l'étude. En fait, l'analyste a le choix de ces variables explicatives aussi. Donc, c'est pour ça que je me focalise comme variable explicative de la note, le nombre d'heures de révision. Je me concentre uniquement sur ça. Donc, en partant de ce cadre, je ne peux pas expliquer 100% les notes des étudiants à partir de nombre d'heures qu'ils ont révisé en économétrie. Il y a toujours une part due à l'aléa.
Parce qu'un étudiant peut se présenter, soit par exemple en se rendant à l'université, soit il a eu un souci de transport, donc il est venu, il a été bouleversé, ou il a eu un souci, donc ça l'a mis dans la mauvaise condition qui a fait que l'aléa a été négatif. Quelqu'un a eu la chance tout simplement parce qu'il a révisé une notion, juste la veille, cette notion est tombée en examen. Donc il y a la part des aléas en fait dans les notes. C'est ce que cette phrase essaie de dire en disant que on va toujours expliquer la note de l'étudiant à travers une partie déterministe, c'est-à-dire le déterminant à partir de nombre d'heures de révision, mais aussi une part due à l'aléa. Donc, pour dire ça tout simplement, ça veut dire que il y a toujours une part non expliquée dans ces modèles. Et donc, le but, en fait, de l'estimation bien précise, c'est de minimiser au plus possible la part non expliquée. Mais on ne peut pas dire à 100% que notre variable explicative est déterminant complètement de la variable expliquée. C'est pour ça que l'équation de décomposition de la somme des carrés pose d'emblée que la variabilité totale de la variable qu'on explique, dépend en partie d'une partie expliquée par les variables explicatives, mais aussi une partie non expliquée qui vient des aléas. Je ne sais pas si l'explication vous semble un peu plus précis, mais grosso modo, il y a une variabilité expliquée par les variables. Et ça pousse aussi à l'humilité pour dire que quelle que soit la précision d'un modèle, il y a toujours une part non expliquée en fait. C'est ce que ça signifie. Et donc, la variabilité sera toujours décomposée entre une part expliquée et une part non expliquée. C'est une façon rapide de le dire. Voilà. Et l'équation de décomposition de la somme des carrés, d'emblée, je vais vous présenter cette équation. Voilà comment elle se présente. Ça ne doit pas vous choquer d'entrée comme ça pour ceux qui ne sont pas habitués à voir l'équation. Mais je vais vous détailler petit à petit, en fait, pour démystifier, j'allais dire. C'est-à-dire que dans cette égalité, la partie à gauche, en fait, dit que pour chaque individu I de l'échantillon, lorsqu'on fait YI moins Y bar, en fait, c'est Y bar, c'est la moyenne de Y. Donc, on fait pour chaque individu YI moins Y bar, on l'élève au carré, et on fait la somme de ces écarts au carré sur chaque individu, donc I allant de 1 à N. L'équation de décomposition nous dit que par rapport à Y est égale, donc la somme des carrés par rapport à Y est égale à la somme des carrés lorsqu'on prend YI chapeau moins Y bar au carré sur tous les individus, sachant que YI chapeau, comme on a dit tout à l'heure, c'est la valeur prédite, donc c'est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 fois XI, et plus le troisième élément, c'est-à-dire à droite, c'est I allant de 1 à N epsilon I carré. C'est les aléas, donc les erreurs. Donc, les écarts au carré entre Y de YI, pour résumer en fait, la partie à gauche de l'égalité, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés totale par rapport à Y. Et donc YI égale somme I allant de N, YI chapeau moins Y bar, c'est ce qu'on appelle variabilité, voilà, somme de carrés expliquée. Voilà, c'est parce qu'il y a la partie expliquée du modèle, il y a l'intervention de X parce qu'il y a la partie YI chapeau dans cette expression. Et le troisième élément, plus la partie non expliquée, la partie due aux aléas. Donc c'est une équation à 3 éléments. Donc, l'élément principal se décompose entre une partie expliquée qui est la somme des carrés expliquée et une partie non expliquée qui est due aux aléas. Donc, maintenant, très précisément, le premier élément, c'est ce qu'on appelle somme des carrés totale, c'est-à-dire somme I allant de 1 à N, YI moins Y bar au carré. Ça s'appelle somme des carrés totale. Quand vous entendrez parler de somme des carrés totale, pensez directement à cette expression. Pour chaque YI, j'enlève ou je soustrais la moyenne Y bar au carré, j'élève au carré et je fais ça pour tous les individus, je fais la somme. Donc, somme des carrés totale.
Voilà, c'est total, bah oui, parce que total, parce que c'est le mot total ici est lié à y en fait. Somme des carrés, total, voilà. Donc SCT. C'est comme ça qu'on note en fait. Donc retenez-le comme ça. Et la partie y chapeau moins y bar au carré. Donc le deuxième élément de l'équation, c'est ce qu'on appelle somme des carrés expliquée. Puisqu'il y a, on a déjà obtenu les paramètres, il y a la partie expliquée ici, et je vous ai déjà présenté la partie valeur ajustée, comment on obtient la valeur ajustée ou valeur prédite. Cet élément s'appelle somme des carrés expliquée. Il faut retenir encore cette décomposition parce que ça va nous servir plus tard. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés résiduels. C'est tout ce qui reste, tout ce qui reste après avoir pris en compte la part du modèle et la part de y expliquée par x du coup. C'est pour ça que l'équation de composition de la somme des carrés, ça propose que SCT égale SCE plus SCR. Voilà. Et soit vous préférez la première équation avec la partie arithmétique ou vous préférez la notation simplifiée, mais les deux équations, il faut savoir, quand vous mettez SCT égale SCE plus SCR, il faut savoir à combien est égal SCT. Donc vous devez retenir cette expression. En force de l'utiliser, ça finit par devenir automatique. Hein. Et SCE, c'est le deuxième membre, le deuxième élément. Et SCR, c'est la partie liée au résidu. Donc voilà un peu, encore pour plus de détails, la SCE, en termes de signification, on va dire la SCE mesure la part de la variabilité totale de Y expliquée par la variable X. Je ne sais pas si la phrase est très claire pour vous. Quand on essaie d'expliquer la variable Y, je parlais tout à l'heure de la notion de note obtenue en économétrie et le nombre d'heures de révision. Et quand je vais calculer la SCE, ça va mesurer la part de la variation de la note due au nombre d'heures de révision en fait. Donc c'est ce qu'on appelle SCE. Donc la SCE mesure la part de la variabilité totale de Y expliquée par la variable X, donc la variable explicative. Et la SCR indique la variabilité totale de Y attribuable aux erreurs. C'est-à-dire que quand je vais analyser les notes obtenues en économétrie, il y aura forcément une part qui est due aux aléas en fait. C'est-à-dire les chances et les malchances ou les aléas naturels ou les erreurs. Et forcément, la somme des deux, ça fait la SCT. C'est pour ça que dans un modèle, je disais tout à l'heure, il y a toujours une part non expliquée qui est due aux aléas. D'ailleurs, pour la vidéo 15, lorsque je vous ai présenté la méthode des moindres carrés ordinaires, justement, un meilleur modèle, c'est le modèle dans lequel la part due aux aléas est très faible. Donc, c'est pour ça que la méthode des moindres carrés ordinaires a été estimée en partant du principe qu'on va minimiser la somme des carrés des résidus. C'est pour ça le nom de l'estimateur qui s'appelle moindre carré ordinaire. Voilà. Au fond, quand vous regarderez la vidéo, en fait, c'est une procédure visant à minimiser la somme des carrés des résidus. Vous allez voir très bien qu'il y a min, SCR, epsilon, I. Donc, un modèle dans lequel on cherche à minimiser la somme des carrés des résidus, suppose que quand la part de SCR est très faible, le modèle sera de très bonne qualité, puisqu'on va automatiquement augmenter la part de la SCE. Donc, il faut garder ça à l'esprit. La variabilité totale d'une variable expliquée est décomposée, on va dire, entre une part expliquée par les variables, donc la partie SCE, et une part résiduelle qui est due aux erreurs, attribuable, ou due aux erreurs du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a une logique. Il faut savoir faire la connexion entre toutes les notions ici. Je répète encore. Quand on a fait la méthode des moindres carrés ordinaires, on a cherché à minimiser la somme des carrés des résidus. Donc là, on a cherché à minimiser la SCR.
Même si on n'a pas dit qu'on va chercher à faire que la SCR soit égale à 0, on ne peut jamais faire ça, mais on va chercher à minimiser. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place des procédures de dérivée, on a égalisé la dérivée à 0 pour tirer les paramètres, etc. etc. Donc, pour faire écho à la vidéo 15 du coup, donc la méthode des moindres carrés ordinaires, pour montrer que c'est une méthode d'estimation valide, parce que sa démarche vise tout simplement à minimiser la SCR. Et on suppose dans ce cas que quand on va minimiser la SCR, donc la part due aux aléas étant minimisée, le modèle sera de bonne qualité puisque une grande part sera expliquée par la variable explicative. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre un peu le raisonnement que je suis en train de dérouler en fait. Donc, mais tout veut dire ici que en fait la SCT, c'est une équation qui est figée en fait. SCT égale SCE plus SCR. Vous devez savoir que la SCT, son expression, c'est somme i allant de 1 à n yi moins y chapeau au carré. Et SCE, c'est somme i allant de 1 à n de yi chapeau moins y bar au carré. Et la SCR, c'est somme de somme i allant de 1 à n epsilon i au carré. Voilà. Et donc, bon, je vais rajouter un peu de démonstration quand même là-dessus. On part du principe que yi, cette expression, on la connaît déjà puisque on a dit que les résidus, c'était l'écart entre la valeur observée et la valeur estimée. Donc, ce qui veut dire que la valeur observée est égale yi chapeau plus epsilon i. Cette égalité, on est d'accord là-dessus. Vous pouvez juste arrêter la vidéo, revenir en arrière si vous souhaitez. Lorsque vous regardez la vidéo, vous revenez en arrière pour voir que cette expression est vraie puisque epsilon i chapeau est égal yi moins y chapeau. Je pars donc de cette expression. Et ce que je vais faire, je vais retrancher de part d'autres de l'équation la moyenne y bar. Ce qui permet d'obtenir cette expression yi moins y bar égale y chapeau moins y bar plus epsilon i. Jusque-là, on est d'accord. Et ce qu'on va essayer de faire, en fait, on va élever les deux membres de l'équation au carré. Et on va obtenir ceci. Jusque-là, on est d'accord, yi moins y bar au carré égale yi chapeau moins y bar au carré plus epsilon i au carré. Le membre à droite de l'égalité, c'est de la forme A plus B au carré. C'est une identité remarquable, une notion qu'on a plus ou moins vue au collège en fait. C'est une notion vraiment basique de l'arithmétique. Et donc ça veut dire qu'on peut appliquer en fait la notion de A carré plus B carré plus 2AB en fait, tout simplement. Et ce qui veut dire ici que on retombe sur cette expression par développement du membre de droite de l'égalité. Et ce qu'on peut faire ici aussi, arrivé à ce stade, on peut passer l'opérateur de somme justement à tous ces éléments en ajoutant la somme, la somme est distributive, hein. Donc ça veut dire que somme de yi moins y bar au carré égale somme y chapeau moins y bar au carré plus epsilon i plus 2 y chapeau. Ce que vous remarquez dans cette expression d'en bas, c'est que les éléments de l'équation de la décomposition de somme de carré sont déjà apparus. Premier élément juste à gauche de 0, premier élément juste après l'égalité, et le deuxième élément. Mais ce qui reste maintenant, c'est tout l'élément de droite, c'est-à-dire plus 2 fois somme de y chapeau moins y bar fois epsilon i. C'est ce qui reste. Mais on va essayer de montrer que tout cet ensemble est égal à 0 en fait. Comment on va pouvoir le montrer? C'est-à-dire que déjà, on va essayer de développer. Donc, pour développer, et ça signifie tout simplement qu'il faut multiplier epsilon i par les éléments qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, en développant tout simplement ce produit, en fait. Le 2, c'est un coefficient, il n'a pas beaucoup d'importance ici. Donc, on va essayer de développer cette expression, développer le produit, en fait. Et en développant, sachant que yi chapeau également, on connaît son expression, c'est yi chapeau égale bêta 0 plus bêta 1 chapeau xi. Et en faisant ce développement, on a ça, en fait. Y chapeau fois epsilon i moins y bar fois epsilon i, et en remplaçant y chapeau par son expression, on retourne ceci, toujours en continuant le développement.
on arrive jusque-là. Et ce qui est intéressant dans la dernière expression, c'est qu'il y a une notion qui réapparaît ici, que ceux qui ont suivi la vidéo depuis le départ ont ça en tête, mais peut-être vous également qui ont commencé la vidéo dès aujourd'hui, c'est qu'on retombe sur la notion de ce qu'on appelle équation normale. Je vous en avais parlé dans la vidéo 15. Les équations normales, c'est deux propriétés fondamentales. Je vais vous la rappeler en fait. Ici, les équations normales, ils stipulent que d'une part que la somme la somme des erreurs est égale à 0. On l'a démontré en fait dans la vidéo 15, vous pouvez regarder la vidéo 15 en fait, et que la somme des erreurs est égale à 0 et que la somme des produits croisés entre epsilon i et xi est aussi égale à 0. C'est ce qu'on a vu dans les expressions, dans la dernière expression ici en bas en fait. Donc ça veut dire qu'on peut égaler tout ça à 0. En fait, ça nous simplifie complètement. Grâce aux équations normales, on peut simplifier en fait et démontrer tout justement que toute cette expression est égale à 0. Voilà. Et au final, lorsque je reprends mon équation, je dirais que le 2 fois 0 maintenant, ça nous aide à nous débarrasser effectivement de l'élément entre guillemets encombrant, mais qui est en réalité égal à 0. Et l'équation se simplifie et on retombe sur l'équation de décomposition de la somme des carrés, tout simplement. Donc, y égale à i allant de 1 à n, y moins y bar au carré, égale somme i allant de 1, y chapeau moins y bar au carré, plus i allant de 1 à n, epsilon i au carré. Ce qui est égal à SCT égale SCE plus SCR. Donc ça, c'est la démonstration pour montrer que effectivement l'équation de décomposition de la somme des carrés est valable et est démontrable. Justement, donc à partir de l'équation de décomposition de la somme des carrés, on peut en dériver. Maintenant, on passe maintenant à l'équation de décomposition de la variance. C'est une suite logique en fait. L'équation de décomposition de la somme des carrés, sa suite logique, c'est la décomposition de la variance tout directement. C'est pour ça que je mentionne ici que la décomposition de la variance, c'est une relation directement dérivée de l'équation de la décomposition de la somme des carrés. En ce sens qu'elle stipule que la variance totale du modèle se décompose entre une variance expliquée et une variance résiduelle. C'est en fait ce qu'on a dit par rapport à l'équation de la décomposition de la somme des carrés. On le dit autrement ici, mais en remplaçant variabilité par variance tout simplement. Et donc l'équation de décomposition de la somme des carrés dit la même chose que l'équation de décomposition de la variance. Sauf que de l'autre côté, on utilise la somme des carrés et au niveau de la variance, on va utiliser les notions de variance, justement, je vais vous montrer tout à l'heure. Déjà, partons de l'équation de décomposition de la somme des carrés, que nous connaissons bien maintenant parce qu'on l'a démontré et tout et tout. Et là, ce qu'on va essayer de faire, on va diviser tous les éléments par n. Voilà. Donc, lorsqu'on va diviser tous les éléments par n, on a 1 sur n, somme de y moins y bar au carré, égale 1 sur n, y chapeau moins y bar au carré, 1 sur n, epsilon i au carré. Je vais maintenant... On passe maintenant de la somme des carrés aux variances tout simplement. Le premier élément, je ne sais pas si vous reconnaissez ça, mais ceux qui ont vu la vidéo 3 et la vidéo 4, notamment toutes les vidéos consacrées aux notions statistiques de base en économétrie, savent que la première équation ici, c'est la variance de y qu'on appelle ici variance totale. Voilà, donc je vais poser que 1 sur n, y moins y bar au carré, c'est la variance totale. Le deuxième élément, 1 sur n, i allant de 1 en n, y chapeau moins y bar, c'est ce qu'on appelle variance expliquée. Expliquée dans la mesure où on travaille sur la y chapeau qui est la valeur estimée, donc qui est la valeur expliquée à partir de la variable x tout simplement. Et le troisième élément, c'est la variance résiduelle, c'est la variance des erreurs tout simplement. Donc je peux en ce moment tout simplifier en disant que à partir de l'expression algébrique, je peux poser que VT égale VE plus VR. Donc, je vais passer de la SCT
plus de la SCT égale SCE plus SCR, et je suis retombé sur la notion VT égale VE plus VR. Donc c'est juste une transposition. Donc finalement, ce qu'on peut dire ici, c'est que en posant que VT égale VE plus VR, on dira que la VE mesure la part de la variance de Y expliquée par X, et que la VR mesure la part de la variance de Y non expliquée par X, c'est-à-dire la variance attribuable aux erreurs. Donc finalement, on ne voit pas de différence fondamentale entre poser ces affirmations en partant de l'équation de décomposition de la somme des carrés qu'en utilisant l'équation de décomposition de la variance. Finalement, donc, on dira que la VT, c'est la somme de la VE et de la VR. Donc, en mettant en relation les deux décompositions, on pourra utiliser, bien entendu, soit la SCT ou la VT, en disant par exemple que la SCT égale SCR plus la SCT est égale à la SCE plus la SCR, ou la VT égale VE plus VR. Qu'on utilise l'une ou l'autre des expressions, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on peut passer de l'un à l'autre. La relation entre les deux s'établit simplement à travers ces expressions où on peut dire que la VT égale la SCT sur N, où N est la taille de l'échantillon, sachant que la VT, c'est la variance relative à Y. Donc la VE, c'est la SCE divisée par N, et la VR, c'est la SCR divisée par N. Juste une petite remarque par rapport à la SCR, même si en théorie la VR égale SCR sur N, mais dans la pratique, on a une autre utilisation de la SCR, plutôt de la VR, qui est la variance résiduelle, et dont la précision peut être la suivante. On sait que la VR, en théorie, c'est la SCR sur N. En fait, la notion que je voulais vous indiquer ici, a priori, c'est la notion de variance résiduelle estimée. Voilà. Puisque, pour rappel, j'ai dit que tout ce qui est résidu, en fait, tout ce qui est erreur n'est pas observable. On se base plutôt sur les résidus. Donc, tout ce qui est, en travaillant sur l'échantillon, on utilise les valeurs estimées. Il faut plutôt proposer les valeurs corrigées des variances plutôt que les valeurs théoriques lorsqu'on travaille sur des échantillons, notamment ceux qui concernent les aléas. Donc, la variance résiduelle théorique, elle s'exprime comme la SCR divisée par N, mais dans la pratique, la variance résiduelle, c'est plutôt la SCR chapeau, c'est-à-dire la SCR estimée, divisée par N moins K moins 1 moins 1, N étant la taille de l'échantillon, K ici, nous sommes dans le cadre du modèle linéaire simple, donc K c'est le nombre de variables explicatives, donc K égale à 1 et moins 1. Donc en gros, dans le cadre du modèle linéaire simple, c'est SCR sur SCR chapeau sur N moins 1. Donc si je remplace SCR chapeau par son expression, c'est tout simplement les résidus au carré. Les résidus, on avait montré que c'est YI moins Y chapeau au carré. Donc divisé par N moins K moins 1. J'aurais pu mettre moins N moins 2 en fait, mais je pose de manière générique pour que cette expression soit valable même si nous sommes dans le cadre du modèle linéaire multiple. Donc vous allez voir tout à l'heure, même dans les exercices, lorsqu'on veut calculer la variance des résidus, nous allons plus utiliser cette expression, la SCR chapeau sur N-K-1. Voilà, même si ça ne change pas fondamentalement l'équation de décomposition de la somme des carrés ou l'équation de décomposition des variances, puisqu'on va rester sur la notion de SCR divisé par N. Lorsque vous connaissez SCR et que vous divisez par N, vous pouvez l'utiliser dans l'équation de décomposition de la somme des carrés sans problème. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation de la variance résiduelle dans les autres calculs, je vous recommanderais et je vous pousserai plus à utiliser la variance résiduelle estimée en fait, qui est la SCR estimée divisée par N-K-1. Voilà. Donc,
Vous verrez plus son importance tout à l'heure. Et d'ailleurs, lorsque la taille de l'échantillon va tendre vers l'infini, parce que quand la taille de l'échantillon est plus grande, donc SCR sur N va vraiment tendre vers SCR sur N-K-1, hein, puisque voilà, N-2 et N, lorsque N tend vers l'infini, il n'y a pas véritablement de différence fondamentale entre les deux, mais pour la précision, pour les petits échantillons, il faut mieux utiliser des facteurs correcteurs. Je vous expliquerai aussi pourquoi on utilise ces facteurs correcteurs N-K-1. C'est pour corriger avec le degré de liberté de l'échantillon, en fait. Je vous ai montré, par exemple, dans la vidéo 3, qu'il vaut mieux utiliser la variance empirique corrigée plutôt que la variance empirique lorsqu'on travaille sur des petits échantillons. Et cette correction, il suffit d'appliquer un degré de liberté N-K-1, en fait, pour entre guillemets gonfler la variance, pour un peu corriger le biais, parce qu'on sait que la variance est relativement biaisée lorsqu'on travaille sur des petits échantillons. Voilà, c'est pour ça que ce facteur correcteur a son importance. On verra dans tous les cas l'utilisation plus tard dans les exercices, ou même dans la notion qu'on va aborder plus tard. Voilà. D'ailleurs, on est à la fin de cette vidéo dans laquelle, en fait, l'objectif était de vous présenter, comme vous en rappelez, la variance, la notion, plutôt dans un premier temps, la notion de valeur ajustée ou de valeur prédite ou valeur estimée qui était relative à YI après avoir obtenu la valeur des paramètres bêta 0 et bêta 0 chapeau. Ensuite, je vous ai représenté, en tout cas présenté au plus en détail la notion de résidu et son expression. Et ensuite, je vous ai présenté la notion de décomposition de la somme des carrés et la notion de décomposition de la variance. Ce sont des notions, en fait, qu'on présente ici pour préparer, en fait, la prochaine vidéo dans laquelle je vais introduire la notion de qualité d'estimation aux qualités de la régression. Comme vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque je disais que la variabilité totale se décompose entre une variabilité expliquée et la variabilité non expliquée, un modèle est de très bonne qualité, un modèle est de bonne qualité lorsqu'on minimise la somme des carrés des résidus ou qu'on minimise la variance résiduelle, ce qui veut dire que la part de la variabilité de Y attribuable à X, c'est-à-dire la part expliquée, plus cette part est grande, plus le modèle est de très bonne qualité. Ce sont ces indicateurs que je vais détailler dans la prochaine vidéo, notamment en utilisant la notion de R carré que vous avez entendu peut-être parler, le coefficient de détermination. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour introduire, en tout cas pour entamer les notions relatives à la qualité de la régression. À bientôt pour la prochaine vidéo.